quelques thèmes de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Alors, on peut tout d'abord se demander si on peut considérer On ne badine pas avec l'amour comme une pièce autobiographique. Dans une autre vidéo, j'ai déjà pu vous parler de l'influence qu'a pu avoir la relation entre George Sand et Musset sur l'œuvre, notamment en vous rappelant que certaines répliques de la pièce sont issues de la correspondance des deux amants. Mais au sein même de l'évolution de l'intrigue de la pièce, on peut y voir un écho à cette relation qu'ont entretenue Musset et George Sand. En effet, Musset a commencé à rédiger la pièce avant le fameux voyage à Venise où il a été victime de la tromperie de George Sand avec le médecin Pagello. Donc le début de la pièce finalement est assez jovial et comique. Alors que l'intrigue va progressivement s'assombrir et on peut considérer que cela correspond à l'après-voyage de Venise et donc témoignerait de la déception et de la trahison qu'a ressenti Musset à ce moment-là. D'où la fin tragique avec la mort de Rosette et l'impossibilité pour Perdiccas et Camille de former un couple. Donc finalement, Musset se servirait de cette pièce pour sublimer ses souffrances personnelles et pour proposer finalement une analyse assez fine du cœur humain. Autre thème que l'on peut évoquer, ce serait celui de la guerre des sexes, puisque d'un côté on pourrait donc avoir Perdiccas qui incarne la jante masculine et de l'autre côté Camille, Dame Pluche et Sœur Louise qui incarnent la jante féminine. Perdiccas, lui, représentant donc des hommes, va être caractérisé par une aspiration au bonheur dans l'ici et le maintenant. Il a envie, en effet, de jouir de la vie et de jouir d'une relation amoureuse qui puisse le satisfaire. Il n'est pas dépourvu pour autant de nostalgie, puisqu'il y a une vraie idéalisation de l'enfance et des lieux, des souvenirs qui peuvent y être associés. Néanmoins, il croit vraiment à l'amour humain et dans les relations. Il se caractérise donc par une forme d'insouciance, mais surtout par son infidélité, par son caractère volage que lui reproche Camille, notamment dans la scène 5 de l'acte 2, où elle rappelle toutes les maîtresses qu'il a pu avoir pendant qu'il faisait ses études et rappelle qu'il n'est même pas capable de se souvenir de leur nom et que finalement toutes ces femmes ne valent pas plus qu'une pièce de monnaie qui passerait de main en main. De l'autre côté, les femmes, elles, sont finalement caractérisées par l'éducation morale stricte qu'elles ont pu recevoir, puisque Camille a été élevée dans un couvent, que Dame Pluche est elle aussi une dévote très caricaturale finalement, qui est accrochée à des normes morales. Et Sœur Louise, on y reviendra un peu par la suite, incarne aussi cette idée de la vertu et de la femme trompée qui a été déçue par l'amour humain. Elles apparaissent un peu toutes comme des victimes du patriarcat, puisque Sœur Louise a été trompée par son mari, ne s'en est jamais remise et va finir sa vie dans un couvent. Dame Pluche apparaît comme une vieille fille qui n'a pas trouvé le bonheur dans la relation maritale. Et Camille est nourrie finalement par tous ces discours qu'on peut lui tenir et elle est persuadée en effet qu'une femme est destinée à être trompée. Autre thème, c'est celui des troubles adolescents, des émois adolescents qui vont s'opposer de l'autre côté aux adultes. Et donc on a un vrai conflit de génération entre d'un côté les jeunes premiers et les personnages plus matures. Perdiccas et Camille sont en effet adolescents et ils vont éprouver des sentiments totalement virevoltants, des émotions qui vont changer, qui vont se contredire. Ils vont éprouver à la fois de la jalousie, de l'orgueil, de la colère, du dépit, de la déception. Et finalement, ce qui les rassemble tous les deux, c'est la violente blessure narcissique dont ils sont victimes. Perdiccas et Camille vont se blesser mutuellement dans leur amour-propre respectif et ne vont pas supporter d'être atteints justement dans la valeur qu'ils s'accordent à eux-mêmes et ils vont réagir par défense.
Cette défense et la blessure dont ils se sentent victimes va avoir pour dommage collatéral, qui n'est pas négligeable, d'utiliser Rosette comme un pion, hein, et d'en faire, elle, une véritable victime au sens propre du terme. De l'autre côté, donc, les adultes sont complètement incapables, incompétents pour comprendre les émotions qui traversent les jeunes gens. On peut prendre pour exemple la scène 4 de l'acte 2, où on a un véritable quiproquo. En effet, Maître Blasius vient faire un rapport au baron en affirmant que Camille entretient probablement une correspondance secrète avec un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Alors en soi, c'est pas totalement faux, puisque on le sait, Perdiccas à ce moment-là fait la cour à Rosette. Sauf que Maître Blasius, lui, pense que celui qui fait la cour à une gardeuse de dindons est forcément lui aussi un paysan. Et que donc, par conséquent, Camille est attirée par un homme d'une classe sociale plus basse. Donc on voit que là, hein, ils ne comprennent rien du tout et qu'ils sont totalement incompétents, qu'ils sont inutiles, qu'ils ne seront d'aucun secours, hein, pour les jeunes gens qui se battent avec leurs émotions. Autre thème à creuser, selon moi, c'est le savoir qui peut finalement devenir un moyen de perversion. Et dans ce cas-là, on va avoir d'autres oppositions qui vont se créer, cette fois entre d'un côté Rosette et de l'autre côté Perdiccas et Camille. Rosette, comme l'indique son nom, hein, petite rose là, avec le suffixe diminutif, c'est cette jeune fille qui est liée à la nature et donc à une forme d'innocence, à une forme de candeur et à une forme de naïveté. De l'autre côté, Perdiccas et Camille, eux, ce sont des aristocrates qui ont bénéficié d'une éducation et cette éducation va leur permettre d'être plus subtils et surtout plus sournois dans leur maîtrise de la parole. Alors, c'est surtout le cas pour Perdiccas, qui est présenté d'emblée comme un jeune homme qui a des façons de parler si belles et si fleuries. De l'autre côté, Camille, elle est présentée comme une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Et finalement, le langage, les jeux de langage, les mensonges qui vont... la rhétorique qui va se mettre en place entre ces deux jeunes gens va avoir pour effet de se servir de Rosette comme d'un pion et qui témoigne en fait de l'écart entre d'un côté les paroles et les actes de Perdiccas et de Camille, entre leurs sentiments et ce qu'ils en disent. Et encore une fois, Rosette, qui est dans le domaine de la sincérité, va être la victime de tout cela. Par conséquent, on peut considérer que la pièce est en fait une espèce d'illustration de la façon dont on peut apprendre la vérité. Au début de la pièce, on est plutôt dans une comédie du refus, c'est-à-dire que les deux personnages, Perdiccas et Camille, vont se mentir à l'un et à l'autre, mais ils vont aussi se mentir à eux-mêmes. Ils ne vont pas être capables d'élucider les sentiments éventuels qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, et du coup, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils se mentent à l'un à l'autre, mais ils se mentent aussi à eux-mêmes. La fin de la pièce, par contre, elle aboutit à un aveu amoureux réciproque, et ils semblent tous les deux prendre conscience à ce moment-là que ce qui a causé leur aveuglement, c'est leur orgueil, c'est leur amour-propre. Et donc, ils aboutissent à une forme de connaissance de soi. Ils sont lucides sur le comportement qu'ils ont pu avoir, sauf que cette connaissance de soi est concomitante à la fin tragique de la pièce, et qui signe donc l'impossibilité du couple. Donc on voit que le fait de se connaître soi-même n'aboutit pas ici à une fin heureuse. Ce qui nous pose donc la question de l'amour. Dans le titre, on ne badine pas avec l'amour, on a ce sentiment qui est quand même présent, mais on peut se poser la question de l'existence véritable d'un sentiment amoureux chez les personnages. Alors tout d'abord, chez Perdiccas, on sait que c'est un jeune homme qui, durant ses études, a déjà connu les femmes, on en a reparlé tout à l'heure, et donc ça veut dire que pour lui, amour et mariage sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'il peut aimer en dehors du mariage et il peut aussi très bien se marier avec quelqu'un qu'il n'aimerait pas. Et de toute façon, il le dit clairement, il ne trouve pas ça inconcevable de tromper éventuellement sa femme s'il
il en vient à se lasser, d'accord? Et on voit que cette question du mariage, finalement, l'indiffère un petit peu. Lorsque on lui rappelle que le baron veut la marier avec Camille, il dit « Je vous répète que je ne vous demande pas mieux que d'épouser Camille ». Mais quand Camille, elle, n'est pas du tout réceptive à cette demande en mariage, il lui dit « Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas ». Donc on voit que ça l'indiffère totalement. Il n'y a pas du tout de volonté, d'un désir de se marier. Et peu importe finalement qui sera la femme qui partagera sa vie dans le sein du mariage, ça lui importe peu. Et lorsqu'il découvre la lettre que Camille envoie à sœur Louise, où elle prétend que Perdiccas est blessé dans son amour-propre parce qu'elle se refuse à lui, il affirme « Non, non, Camille, je ne t'aime pas ». Et ce n'est finalement qu'à l'acte 3 qu'il va s'interroger sur ses sentiments face aux multiples résistances de Camille, et il se demande ainsi je me demande bien si je suis amoureux ». Donc on voit que cette question du sentiment amoureux chez Perdiccas n'est pas très claire. Chez Camille, la question de l'amour, elle est complexe parce qu'elle a envie d'aimer, mais l'amour humain lui fait terriblement peur. L'éducation qu'elle a reçue au couvent et l'exemple de sœur Louise, on y reviendra juste après, lui font craindre le caractère volage des hommes, et finalement elle se dit que le seul amour pur et éternel qui existe, c'est celui de l'amour divin. C'est pour ça qu'à un moment elle dit que le seul amant qu'elle peut avoir, c'est Dieu, puisqu'à ce moment-là elle montre son crucifix. Et elle refuse la souffrance. Mais en même temps, hein, c'est une jeune femme, c'est une jeune adolescente, et qui est attirée finalement par l'amour. Et c'est pour ça qu'elle interroge Perdiccas hein, dans la scène 5 de l'acte 2, pour savoir si elle doit ou pas rentrer au couvent, si elle doit garder ou pas, y rentrer vierge et ne pas tenter auparavant une relation maritale. Voilà, on voit qu'elle est partagée. De l'autre côté, Rosette, elle ne veut pas rester fille, elle le dit clairement à la scène 4 de l'acte 1, mais elle est consciente que l'amour avec un noble est impossible, en tout cas le mariage avec un noble est impossible parce qu'il y a un écart de classe sociale. Et elle est consciente aussi de l'écart culturel quand elle répond à Perdiccas « Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai ». Donc on voit là, monsieur le docteur, le titre hein, qu'elle met en avant, elle, humble paysanne, et qui n'a pas les ressources. Elle le dit, je ne sais pas parler, moi, je ne sais pas manier le langage hein, comme les autres femmes, et elle est consciente de cette dévaluation, finalement, au regard de Perdiccas. De plus, elle a peur aussi de voir sa réputation ternie. À un moment, elle évoque les rumeurs qui commencent à circuler à son égard. Elle dit « On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays ». Quant à sa dernière parole, ce n'est même pas une parole, et ce qui nous prouve bien qu'elle est privée du langage, ou en tout cas que son langage n'a pas le même poids que les deux autres personnages de la pièce, puisque la dernière fois que l'on entend Rosette, c'est à travers le cri hein, qu'elle pousse à la fin, ce cri qui signale sa mort et qui signale encore une fois qu'elle a été victime de la cruauté de Camille et de Perdiccas. On a évoqué sœur Louise qui est donc cette compagne de couvent de Camille. En fait, sœur Louise va devenir le symbole, l'incarnation de toutes les femmes délaissées d'une époque. Au XIXe siècle, une épouse doit avant tout être une mère et doit tolérer, supporter sans rien dire les infidélités de son mari, les incartades de son époux. Elle n'a pas le droit de s'en plaindre. Et donc sœur Louise, qui a justement été trompée par son mari, qui a essayé de prendre un amant mais qui se rend compte qu'elle est malheureuse comme ça, décide de finir sa vie au couvent. Et elle raconte toute sa vie à Camille, qui va totalement s'identifier